dire aussi qu'en attaquant, comme le gouvernement l'a fait, en tout cas Bercy l'a fait, la formation comme elle le fait aujourd'hui, elle s'attaque tout d'abord à la jeunesse qui font nos territoires. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui le plus gros message qu'on doit leur faire passer, c'est qu'aujourd'hui, tous ces jeunes que nous avons le plaisir d'accueillir dans nos centres de formation, comme à la faculté de métiers, ils sont plus de 3000, risquent, à un moment donné, avec la réforme qui est engagée, de se retrouver sans formation. C'est là tout l'enjeu. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on arrive à faire tous prendre conscience, en continuant à nous mobiliser, de ce risque, de voir aujourd'hui tous ces jeunes qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville, de tous ces jeunes qui sont en situation de handicap, en situation d'insertion un peu difficile, que peut-être à un moment donné, on sera obligé de fermer la porte de certaines formations ou de certains CFA, parce qu'on n'aura pas su à un moment donné donner les moyens aux CFA de se financer, et au-delà d'aller dans la logique qui est celle du gouvernement de l'atteinte du million d'apprentis. Et c'est là où c'est tout le paradoxe de la réforme qui est engagée cet été, c'est de continuer à vouloir et d'avoir un esprit de formation de la jeunesse de demain, en disant qu'il faut absolument qu'on atteigne 1 million de formations, 1 million d'apprentis dans nos centres de formation, et en même temps de couper les livres aux centres de formation et donc de forcer les centres de formation comme le nôtre à imaginer fermer des formations. Ici, c'est plus de 90 formations. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en danger, avec des baisses pouvant aller jusqu'à 18% des baisses de financement. Vous me dites, je parle sous le contrôle du directeur général parce que je sais à peu près des choses, mais pas tout. Mais en tout cas, c'est des baisses qui peuvent aller jusqu'à 18%. Vous imaginez bien que c'est gigantesque, d'autant plus que nos coûts de formation augmentent de façon vertigineuse depuis au moins 2 ans, avec la hausse de l'énergie, avec la hausse des coûts des matières premières. Quand on fait de la formation, il faut acheter beaucoup de matériel, donc tout ça, ça augmente. Nos charges augmentent au moment même, où on nous baisse nos subventions. Donc c'est tout à fait contradictoire, et ça va à l'encontre, me semble-t-il, de l'objectif du million de jeunes dans nos centres de formation. Je voulais... je ne vais pas être forcément très long, puisque le sujet, on le connaît, et je crois qu'il y a beaucoup de prises de parole, et aussi on voudrait avoir un temps d'échange avec tout le monde, donc je voudrais cependant vous donner quelques exemples. La mention complémentaire pâtissier, par exemple, chez nous, le niveau de prise en charge avant la réforme, c'était 7 115 €. Avec la réforme, enfin après la réforme, c'est 5 805 €. Donc une baisse de 18% de prise en charge sur les formations de premier niveau. Donc des formations qui sont censées être aujourd'hui accessibles à beaucoup d'entre nous, enfin entre les jeunes en tout cas. C'est de plus des métiers que l'on connaît, on en a souvent parlé notamment cet été, c'est des métiers en tension. C'est des métiers sur lesquels il y a des vrais besoins de recrutement. Et on est obligé, enfin on est aujourd'hui victime de ce choix qui nous dit qu'à un moment donné, nous les chefs d'entreprise, on pourrait, parce qu'on ne formerait plus, ne plus avoir la main-d'œuvre dans nos entreprises demain parce qu'aujourd'hui on sucre l'apprentissage. C'est quand même quelque chose de terrible au moment où tous les professionnels que nous sommes, on cherche tous à recruter et qu'aujourd'hui on cherche tous à former nos cerveaux. Pour le titre d'agent de restauration par exemple, un autre exemple, 8 697 € contre 5 891 € après la réforme. C'est 32% de moins qu'avant la réforme. C'est gigantesque. Tout ça pour dire, et pour faire court, que globalement pour la faculté des métiers que j'ai l'honneur de représenter ce soir, c'est 1,5 million de baisse de chiffre d'affaires qui sont aujourd'hui observés dans nos projections. 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en moins, avec le même nombre de jeunes, avec des charges de vie qui augmentent. On l'a déjà dit, je parle sous le contrôle de la directrice financière, mais depuis le souvenir, parce que je regarde les comptes tous les ans, si aujourd'hui la faculté des métiers dégageait 1,5 million de résultats par an, ça se saurait. Donc forcément aujourd'hui, la fragilité de la faculté des métiers, mais de nos centres de formation en règle générale, est mise à mal. Et de façon tout à fait paradoxale, aujourd'hui, la faculté des métiers a un besoin croissant d'investissement. On l'a dit, la faculté des métiers aujourd'hui a besoin de se rénover, a besoin de se renouveler, a besoin de créer de nouvelles formations et ainsi de suite, et aujourd'hui on nous coupe, sans aucune concertation, de façon tout à fait unilatérale, nos revenus, et on nous empêche aujourd'hui d'offrir à nos jeunes la possibilité d'étudier dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui d'autre? Aujourd'hui, nous
ce que nous voulons, clairement, c'est qu'aujourd'hui, l'État revienne sur sa décision, de façon urgente, parce que la réforme elle a lieu maintenant, donc les conséquences de la réforme, on les paye maintenant. Donc il est vraiment urgent que l'État, enfin le gouvernement, Bercy, revienne sur sa décision. Alors, ils sont déjà en train un petit peu de réfléchir et de revenir en arrière sur certains points, mais à la marge, parce qu'aujourd'hui on a fait le calcul, si jamais ils allaient dans ce sens, on gagnerait pas grand-chose, c'est-à-dire que ce serait plus 1,5 million, mais ça serait 1,460 000 € de perte. 1,4 million, on gagnerait 100 000 €, c'est toujours ça, mais ça suffira pas. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est vraiment aujourd'hui que nous continuions à investir dans l'avenir, à investir dans la jeunesse, à investir dans tous ces jeunes qui ont besoin de nous pour s'intégrer, pour être aujourd'hui, comment dire, l'avenir de nos entreprises, parce qu'on en a cruellement besoin. Voilà, donc il faut vraiment continuer la mobilisation. Je voudrais ici aussi remercier, ce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais remercier aussi le personnel de la faculté des métiers qui subit aujourd'hui cette réforme, qui est obligé de s'adapter aussi à tout ça, et ils le font de façon remarquable, mais on ne pourra pas tenir longtemps comme ça, donc il faut absolument prendre conscience que l'outil de formation, l'appareil de formation est en danger. L'urgence, Fabien Dora, président de la FDME, l'a très très bien dit, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs risques que l'on va retrouver peut-être dans nos quartiers, et à terme peut-être aussi, c'est une réalité. Hein. Le risque social, il est là, c'est-à-dire qu'à terme, effectivement, si vous ne occupez pas non plus et vous ne donnez pas de perspective d'emploi à des jeunes qui sont souvent cantonnés, comme on dit, mais quand je dis avec un grand guillemet, parce que la voie de l'apprentissage, c'est une voie d'excellence. C'est ça où c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui comme si le gouvernement coupait les ailes de l'excellence. Il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire qu'il coupe les ailes de l'excellence en termes de réussite, en termes d'accomplissement d'une jeunesse qui tout d'un coup ne trouve pas sa voie dans un enseignement traditionnel, qui trouve sa voie dans les métiers dits manuels, je dis dits manuels, mais en tout cas qui sont présentés notamment ici à la FDME et dans tous les autres centres de formation des apprentis de la région Île-de-France. La Chambre de métier, je le rappelle, forme de 10 000 apprentis, dont ceux de la FDME, les 3 000, mais sinon les 10 000 autres apprentis sur la région, sur les 8 départements de l'Île-de-France. Ces jeunes-là, s'ils ne trouvent pas ici un avenir professionnel, qu'est-ce qui va se passer? C'est une grosse point d'interrogation. Très clairement. Et moi je dis aujourd'hui, haut et fort, que le gouvernement, par le biais de cette diminution drastique des financements, encourage peut-être une voie différente de celle qui est la paix sociale et la paix des quartiers aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est mon premier point. Le deuxième point, je vais vous dire quelque chose. Je vais donner un chiffre. Fabien a donné beaucoup de chiffres, mais je vous en donner un. Un apprenti sur 2 reprend une entreprise artisanale dans les quelques années qui suivent. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en condamnant l'apprentissage, en condamnant le financement, en obérant effectivement les possibilités financières, en obligeant des établissements comme la FDME et comme tous les CFA, qui font simplement maintenant de la gestion de la rareté de la ressource financière, la gestion de la rareté. Vous vous rendez compte, c'est quoi ça? Au même moment, effectivement, on obère évidemment le futur économique d'un territoire. Parce que, il ne faut pas oublier, sur par exemple le territoire de l'Île-de-France, la création d'entreprises artisanales, c'est plus 9,5% qui crée combien d'emplois? Au moins déjà la création du premier emploi du chef d'entreprise, mais surtout, n'oublions pas qu'une entreprise artisanale, par exemple, c'est aussi 2 à 3 emplois au minimum. On a 300 000 entreprises artisanales sur le territoire de l'Île-de-France, peut-être plus d'ailleurs, mais on verra, on calera les chiffres. Et on a 660 000 salariés de ces entreprises artisanales. Il n'y a pas de repreneur d'entreprises artisanales? À terme, c'est quoi? C'est 660 000 emplois en moins, aussi, peut-être. Voilà. Et donc moi, je crois fondamentalement, bien sûr, la vertu
de l'apprentissage. Bien sûr, la vertu de la formation des métiers, et ça prend aussi dans un cadre qui permet d'explorer tous les champs possibles du métier lui-même, mais aussi de la gestion d'entreprise, parce que c'est ça aussi qui fait la force d'une formation qui est dispensée notamment dans la FDME et dans tous nos centres de formation d'apprentis. Donc voilà, donc je vais employer un gros mot, pardonnez-moi l'expression, c'est criminel. Peut-être qu'on devrait aller déposer une main courante au commissariat de quartier. Pardonnez-moi. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Sur la faculté des métiers, le pôle esthétique a été refait, ça a eu un coût, ça s'est modernisé, mais cet argent il est là parce que les coûts contrats concordaient avec les dépenses. Si on veut qu'effectivement on puisse avoir de la technologie à la pointe, puisque les jeunes, quand ils sortent des écoles, il faut qu'ils soient opérationnels, et dans des entreprises qui sont généralement modernisées. Si effectivement on se retrouve dans des écoles où les outils de formation sont complètement obsolètes, il va y avoir un décalage. Pire encore, les recrutements qui vont être de plus en plus difficiles. Dans la boulangerie, ça devient infernal. Beaucoup de boulangeries ferment la porte par manque de recrutement. Donc on va droit dans le mur à ce niveau-là, ça va être de plus en plus difficile. L'artisanat est également aussi des métiers de proximité, et donc si nous ne formons plus et si les maîtres d'apprentissage ne transmettent pas leur savoir-faire, leur savoir-être, nous n'obtiendrons plus d'artisans dignes de ce nom, et ça va être de plus en plus compliqué à transmettre des savoir-faire, puisque l'artisanat, ce sont des métiers des mains. Et si nous n'apprenons pas dès l'école, il est après difficile, effectivement, de pouvoir s'engager dans cette filière. Francis Bussière l'a dit clairement également. 80% des artisans se mettent à leur compte, sont leurs propres chefs, créent leur société et recrutent après eux-mêmes des apprentis pour transmettre. C'est un cercle, c'est comme ça, c'est l'artisanat. Et effectivement, en baissant les coûts contrats, il va y avoir une forte difficulté à pouvoir former ces jeunes. On parle en plus de coûts contrats qui baissent au niveau premier, donc au niveau CAP, ce qui est encore plus difficile, puisque ces jeunes qui avaient une sortie, enfin plutôt une porte d'entrée dans des écoles, ils ne l'auront peut-être plus par ce manque de financement. Donc c'est très bien que des filières vont devoir s'arrêter. Donc effectivement, je pense qu'on va être tous d'accord, c'est dramatique ce qui se passe. Les baisses sont énormes, trop élevées, 1,5 million de chiffre d'affaires en moins par an sur une faculté des métiers, ça va être compliqué. Des filières vont se fermer, des portes vont se fermer. Et l'artisanat et d'autres filières, on parle beaucoup d'artisanat, évidemment je représente l'artisan, donc je vais défendre ma paroisse, des métiers risquent de mourir gentiment. La faculté de métier, ce centre de formation, le plus grand centre de formation du sud d'Île-de-France, avec ses pratiquement 3000 apprenants, est un outil que nous portons et que nous défendons depuis plus de 15 ans. Et c'est un outil qui a pu, à un moment ou à un autre, disparaître, et pour lequel les réseaux consulaires, CCI, CMA, se sont associés pour pouvoir lui donner une seconde vie, pour pouvoir pérenniser dans le temps la construction future de nos futurs salariés. Il ne faut jamais oublier ça, c'est que dans l'entreprise, il y a l'engagement salarial, il se construit dès l'école. Et ici, dans cette école, on inclut, on apprend les valeurs de l'entreprise pour pouvoir avoir des gens qui soient prêts à l'emploi, j'allais dire, préparés pour demain. Et les virages qui sont pris aujourd'hui nous obligent à faire des arbitrages économiques dans un moment où les entreprises sont en tension, où les entreprises ont besoin d'avoir de nouveaux employés, des employés formés, des employés éduqués, ce à quoi répond initialement le CFA de la faculté des métiers. Et aujourd'hui, on nous demande tout simplement de revoir à la baisse à la fois l'organisation,
à la fois les trajectoires budgétaires, et c'est impossible de prendre un virage à 180 degrés quand on est à la fois une école qui prépare pour l'entreprise. Cette école, ce CFA, utilise les fonctionnements de l'entreprise, à savoir une ligne budgétaire, à savoir l'écriture d'un programme, à savoir la projection des salariés de demain, et elle a les mêmes difficultés qu'une entreprise. Et l'État doit en prendre conscience. On ne peut pas changer les règles du jour au lendemain. Il faut un temps de transition, un temps de préparation, et cela s'impose à tout le monde. Si hier on favorisait l'apprentissage parce qu'il était utile et nécessaire d'ouvrir des voies de formation pour les métiers de demain, de préparer des jeunes à intégrer des professions spécialisées ou généralistes, on ne peut pas, du jour au lendemain, décider d'arbitrer, de faire un arbitrage budgétaire, alors qu'on est en train de construire les enfants et les salariés de demain. C'est pas possible. Et cet exercice s'impose à nous, mais il s'impose comme une obligation funeste, quelque part. Donc nous avons tous, et vraiment je remercie et je félicite d'abord le président Dora, le président de la faculté des métiers de l'Essonne, Alain Baot, le directeur général de la faculté de l'Essonne, et toutes les équipes de la faculté de l'Essonne, parce que depuis qu'ils ont mis en place leur équipe et leur gouvernance, ils nous ont proposé à nous, les élus consulaires, à la CCI de l'Essonne et à la CMA, un plan de développement, une projection, un futur, pour que nous puissions informer, préparer les entreprises à accueillir les apprenants de la faculté des métiers, et demain, on va faire l'effet inverse. Demain, on va leur dire, on ne peut plus rien faire pour vous dans certains métiers, parce qu'on va fermer des classes, on va faire des arbitrages budgétaires qui vont à contresens du besoin de l'entreprise. Alors si j'avais un mot à dire, c'était celui-là. On ne peut pas imposer aux entreprises et aux centres de formation des virages sans préparation. Ce que l'on dit de foutage de gueule. C'est pour permettre à François Durovray derrière de rajouter une couche et d'être à l'aise. Je le dis d'autant plus facilement, mais ça transpirait dans toutes vos interventions. On parle là de voie d'excellence, on parle là de professionnalisation, on parle de reprise d'entreprise, on aurait pu aussi citer des pourcentages assez incroyables de retour à l'emploi ou d'accès à l'emploi direct en fin de formation. C'est unique. C'est unique. Pour le maire que je suis, dans le panel des formations d'une ville, préfecture comme la nôtre, je sais l'importance que ça a, y compris d'ailleurs pour les publics particuliers que nous avons sur ces territoires franciliens, dont je me permets de rappeler l'Île-de-France, qui est la troisième puissance économique régionale du monde, et qu'en même temps, elle y cultive parmi les plus grandes pauvretés, les plus grandes difficultés qui se côtoient au quotidien. J'ai dit foutage de gueule parce que on traverse collectivement une crise démocratique sans précédent, je crois qu'on peut le dire, tant elle est constante et durable, et que l'exemple de ce que l'on vit là fait partie de tous ces éléments qui, pour la population qui ne s'intéresse pas au sujet, mais enfin y compris pour nous, qui, chacun dans notre domaine et à notre place, essayons de gérer les choses, de bousculer, de pousser, de créer, de trouver des solutions dans des équations de plus en plus complexes, se retrouvent confrontés. Ici, il y a de la schizophrénie, ici, il y a des annonces qui ne sont pas suivies des faits. Si on fait un tout petit peu d'histoire, j'étais déjà maire au moment de la création de la faculté des métiers, ça ne rajeunit pas. Ça a été un combat, Patrick, tu as raison de le rappeler, des chambres consulaires, des élus aussi, les élus locaux. Les élus régionaux de l'époque ont un débat, pas encore, avec François. C'était juste avant, justement, que nous allions à la région tous deux, et je me souviens des combats qu'on a menés avec les différents présidents, et de la CCIE, et ici même, de la faculté des métiers, quand on avait des risques lourds, notamment à la région d'ailleurs, de baisse de crédit qui mettaient en péril quasiment tous les ans la faculté des métiers. Et on a lutté ensemble. Et puis un jour, un type, venant de Bercy, visiblement promis un brillant avenir, puisque depuis il est devenu président de la République, est venu participer, ce sera demain, à la remise des diplômes ici.
nous servons un très très beau discours sur les vertus de l'apprentissage. On y a cru? Je ne sais pas ce que ça a fait dans le secret de l'isoloir en 2017, mais enfin on y a cru, et on a bien fait d'y croire, puisqu'en 2018 sort de terre une super loi qui vise à amener à 1 million d'apprentis, et dont d'ailleurs les résultats sont là. C'est bien ça le problème, puisque ça a multiplié par 3 le nombre d'apprentis dans le pays. Et comme d'habitude, dans cette mécanique institutionnelle très Bercy, qui malheureusement nous gouverne, on réforme, on remet à plat, on affiche des ambitions sans avoir la capacité de mettre les copecs qu'il faut en face pour que ça marche. Et donc forcément, quand ça marche, il n'y a plus assez. Et plutôt que de se poser la question, notamment, vous avez eu raison de le souligner, quelques semaines après, à peine après des émeutes retentissantes, qui font partie du panel, en tout cas, partie ici d'un panel de solutions qui pourraient quand même amener notre société à vivre un tout petit peu mieux, on se retrouve une fois de plus avec ces décisions strictement financières, ubuesques, sans appel à la raison, du jour au lendemain. Enfin, c'est du foutage de gueule et du grand n'importe quoi, sans concertation, portés par le même gouvernement, par le même président, ceux-là même qu'ils ont construit. Ben voilà, écoutez, si notre démocratie marche sur la tête, on en a là malheureusement un bon exemple. Et comme on en a l'habitude ici, localement, les uns et les autres, moi sur ma casquette de président de l'association des maires d'Île-de-France, puisqu'on a élevé ce combat à l'échelle régionale et qu'on n'est pas prêt de le laisser tomber, ben écoutez, comme on le fait tous les jours, sur quantité astronomique de sujets, parce qu'il n'y a plus un seul dossier qui est devenu facile dans ce pays, et ben on va se battre. S'agissant de la formation, de l'apprentissage, j'ai l'impression de revivre ce merveilleux film, vous savez, Un jour sans fin. Parce que voilà, bientôt 25 ans que je suis élu, depuis maire, conseiller régional et sénateur, et président de l'Union des maires de l'Essonne, et c'est pas la première fois que nous avons à nous mobiliser autour de ceux qui font, je le dis sans faire de phrases, mais l'avenir du pays aussi. Alors certes, on vit aujourd'hui dans un monde où les injonctions contradictoires sont devenues légion. Là, on est en plein dedans, parce que tu disais, Stéphane, dans les discours, forcément, la jeunesse est portée au pinacle. Et puis dès qu'il s'agit de lui donner des moyens, et pas des moyens poudre aux yeux, des moyens efficaces pour assurer son avenir, et en même temps que son avenir de la jeunesse, l'avenir de notre pays, on lui coupe les moyens. Alors ça, c'est justement totalement insupportable. Et je dois la vérité de dire que il y a quand même quelques nuages au-dessus de nous qui arrivent. Et ces nuages ont forme humaine. Hier soir, j'étais dans l'hémicycle en train de batailler, il n'y a pas d'autre mot, avec un monsieur qui est ministre des Comptes publics et qui s'appelle Thomas Cazenave. Et j'avais l'impression, sur des histoires de taxes foncières, vous savez, on nous rend responsables pour certaines communes, 14% des communes de notre beau pays, d'avoir augmenté la taxe foncière tout simplement parce que les communes sont pendues et qu'on leur a supprimé aussi, ce qui est un racket total et qui est en contradiction avec l'article 72 de notre belle Constitution sur la libre administration des communes, on leur a supprimé la taxe d'habitation. Et voilà que le président de la République nous rend responsables de cela. Et donc j'étais en train d'expliquer à ce monsieur, qui est quelqu'un d'excessivement brillant et qui est le produit de notre élite, donc j'ai plutôt une admiration pour ce que notre pays est capable de produire en termes d'élite, qu'elle soit industrielle, voilà. Et là, je me suis aperçu que j'avais affaire à une forme d'intelligence qui n'était pas artificielle, qui avait forme humaine, mais qui était robotique. Alors je vous le dis très nettement, tu as dit Stéphane qu'on allait se battre, comptez sur nous, il se trouve que ce soir je suis présent, mais également mes collègues sénateurs et sénatrices de l'Essonne, on va se battre, c'est pas gagné. On attaque le projet de loi de finances pour 2024, nous avons affaire à un mur qui n'a plus rien d'humain, qui porte le nom de Bercy, et je peux vous le dire en forme d'espoir aussi, tout cela ne va pas pouvoir durer bien longtemps parce que c'est un rebours total de ce qu'il faut faire. En tout cas, je ferai modestement partie de ceux qui se battront effectivement, et croyez-moi, je suis Capricorne ascendant Fox Terrier, nous ne lâcherons pas les choses devant un sujet aussi capital, et c'est pas pour rien où en rentrant dans cet hémicycle, ça devient une habitude, mais on a croisé ces jeunes qui sortaient d'ici, rien que de les voir sortir, que j'aimerais, mais on l'amènera aussi, ce monsieur Cazenave, peut-être pour voir ça, pour comprendre que la réalité et l'humanité, ça existe. D'abord,
Ce que vous avez fait, c'est assez exceptionnel. Il y a eu le rassemblement évidemment de toutes les forces économiques, mais en très peu de temps, 150 signatures d'élus du département, de maires, de parlementaires. C'est, de mémoire de président de département, assez unique. On a eu la situation de l'État, vous l'applaudissez. Je pense que ça témoigne de l'attachement des acteurs du territoire à la faculté des métiers, évidemment, mais ça témoigne aussi de la sensibilité particulière par rapport aux dangers qui nous guettent. Et je voulais faire deux remarques, une macro et une micro. La macro, c'est en tant que citoyen français, évidemment, je suis inquiet pour l'avenir de mon pays. Je vois que depuis 20 ans, on s'interroge, on n'a plus foi en l'avenir, on a une forme de déclassement collectif, individuel, et que si on a envie de réussir les grandes transitions du siècle, il va falloir qu'on crée de la richesse. Et on crée de la richesse comment? Avec du capital et avec du travail. Il n'y a pas 50 000 façons de créer de la richesse. Le capital, c'est une chose. Le travail, quand on regarde par rapport aux autres pays, on a une quantité de travail qui est inférieure. C'est pas parce que les gens qui sont en activité travailleraient moins qu'ailleurs, mais c'est que simplement nous avons une population active qui est plus rétrécie. Ça pose la question des retraites. Et il y a eu des débats très conflictuels au début de cette année. Ça pose la question de toute la vie active et de notre rapport à l'information, etc. Ça pose la question de l'entrée dans la vie professionnelle. Et vous parlez à n'importe quel économiste, nous avons un écart très important sur l'entrée des vies professionnelles par rapport à les autres pays européens. Taux de chômage de 18%, des jeunes 2 fois supérieur à la moyenne européenne, et grande difficulté à des jeunes à arriver sur le marché du travail et qui arrivent beaucoup plus tardivement sur le marché du travail que dans n'importe quel autre pays. Et l'avantage, la bonne intuition de l'apprentissage, c'était justement de faire le lien plus rapide entre l'école et le monde professionnel et de faire en sorte que ces passerelles se passent bien et qu'on ait des personnes qui arrivent plus tôt sur le marché du travail, qui soient plus adaptées au marché du travail et qui soient plus performantes. Et comme ça a été dit par d'autres personnes, c'est une très grande réussite du mandat de Macron et d'Emmanuel Macron et de la majorité actuelle. Ils n'avaient pas osé, enfin les autres majorités n'avaient pas osé faire ça. Et c'est une belle réussite. Et j'ai le sentiment que c'est parce que ça réussit trop bien qu'aujourd'hui, on voudrait casser le système. Et ce qui est grave, c'est, et là je prends ma casquette, plus la vision macro, mais la vision micro, c'est qu'il y a des incidences en chaîne. Évidemment, en tant que président de département et après le maire d'Evry, Courcouronnes, je veux dire que c'est un signal adressé à notre jeunesse qui est terrible dans un territoire comme le nôtre, où on voit la juxtaposition des territoires qui fonctionnent, qui sont engagés dans la mondialisation, et des territoires où c'est plus difficile de ne pas donner la capacité à l'intelligence de la main, qui est celle de la faculté des métiers, d'avoir sa place dans notre société et de montrer qu'on fait le pari sur ces jeunes. C'est un message terrible qui est envoyé. De se dire que ces jeunes n'auront pas la faculté, parce qu'ils n'auront pas l'apprentissage, d'avoir cette opportunité professionnelle, parce qu'on sait que l'apprentissage, c'est la quasi-garantie d'arriver dans le monde du travail facilement. Je le dis en tant que président de département, j'ai la charge du RSA à partir de 25 ans. 37% des bénéficiaires du RSA ont entre 25 et 35 ans. C'est pas spécifique à l'Essonne, c'est un chiffre quasiment qui est national. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a eu si son RSA à 25-35 ans, il y a non seulement le risque qu'on les ait pendant 30 ans, mais c'est parce qu'il y a eu quelques années auparavant un échec dans la formation. Et donc là, je vous dis, en tant que président de département, au travers de 2 exemples que je viens de citer, c'est terrible. Et peut-être dernier mot, je l'évoquais avec Fabien tout à l'heure, on coupe des crédits peut-être parce que ça marche trop bien. Bon, moi, c'est vrai que l'argent est rare aujourd'hui. Et j'évoquais tout à l'heure la nécessité de créer des richesses, et plutôt d'avoir une logique malthusienne, on devrait créer des richesses et donc avoir plus d'apprentissage. Mais si la logique, la clé d'entrée est financière, il y avait peut-être, s'agissant de l'apprentissage, à travailler avec plus de discernement. Je vois beaucoup d'apprentis, y compris dans ma collectivité,
qui sont Bac+2, Bac+3, Bac+4, qui ont une capacité d'insertion professionnelle sans doute beaucoup plus grande que sur les métiers qui sont l'objet des formations à la faculté. Et donc il y avait peut-être un travail, je ne le souhaitais pas, mais il y avait peut-être un travail un peu plus intelligent à faire s'il y avait des économies apportées. Et donc, après l'ensemble de mes collègues, après l'ensemble des interventions, je voudrais dire évidemment mon soutien à la démarche qui est la vôtre, vous dire la détermination à continuer le combat. J'ai demandé à Fabien derrière, et j'entendais Jean-Raymond qui, à juste raison, parlait du combat qu'il allait avoir apporté au niveau de la loi de finances 2024, mais il faut que nous aussi, les élus locaux, on soit capable, au-delà de la signature du courrier, on soit capable d'aller porter le message auprès des différents ministères, auprès de France Compétences, auprès de qui vous souhaitez, pour qu'on ne lâche pas et qu'on obtienne bien de cause, parce que ce qui fait notre rassemblement aujourd'hui, c'est tout simplement l'avenir de notre territoire, l'avenir de la jeunesse de ce territoire, mais sans doute l'avenir de la jeunesse de ce pays et la capacité de notre pays à se construire et à construire un avenir, j'allais dire, de façon positive. C'est peut-être ce qui nous rassemble au-delà de nos fonctions diverses et variées à cette tribune. Merci à vous.